Salut à tous, le débrief c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Sacha, professeur de mathématiques accompagné de mes deux frères Wesley et Nathanaël. Hello les bros, comment ça va? Salut. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes ravis de nous rejoindre. Ouais, on va débriefer à fond là. On va kiffer, on va partir sur un petit débrief culturel avec Nat, avec Sach. Sach, déjà, en parlant de débrief culturel, je vois que derrière toi, t'as une ribambelle de statues. Ouais, j'ai changé j'ai changé mon environnement justement pour coller au plus avec le sujet du jour, pour ma part, hein, en ce qui me concerne. Ah, oula, un petit indice. Petit spoil. Teasing. Voilà, En teasing. plus, Tu viens de nous dire que t'as maturé ton sujet toute la journée, il me semble. Exactement. Oh, j'ai réfléchi, j'ai fait une petite balade tranquillou avec le petit et je réfléchissais à ce que j'allais dire. Ok. Et toi, Nat, alors t'es chaud? Bah ouais, très chaud. Bah écoute, petit teasing aussi, le fond de Sacha pourra servir pour ma part aussi. Ouh, on part sur une petite débriefade niveau manga, j'ai l'impression. Alors Sach, dis-nous tout. Toi qui as maturé encore une fois toute la journée. Ah, alors je voulais que je commence. Allez, c'est parti alors. Donc je voulais vous parler un petit peu du manga Dragon Ball. Donc manga on ne présente plus, qui est ultra connu dans le monde, créé et dessiné par Akira Toriyama, qui est décédé malheureusement l'année dernière. Donc il y a pile un an d'ailleurs. Il y a pile un an, exactement. C'était exactement à cette période. Tellement vite. Ça passe tellement vite. Ouais. Donc ça a été quand même un gros choc dans le monde parce que pour ceux qui connaissent pas, Dragon Ball c'est considéré comme un petit peu le pionnier du manga. Il y en a eu d'autres avant bien sûr, mais le pionnier qui a ouvert la voie à plein d'autres ensuite, les plus connus, Naruto, One Piece bien évidemment, Bleach, ainsi de suite. C'est ça. En fait, c'est le pionnier de ce qu'on appelle le shonen neketsu, quoi, qui est en gros le shonen le plus connu, avec un héros naïf qui a un rêve, qui veut devenir le meilleur, voilà. Et attends, exactement. Quand tu parles de Dragon Ball, alors est-ce que tu parles de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, etc. ou tu mentionnes juste Dragon Ball, le tout début du coup? Merci beaucoup pour ta question, parce que c'est vrai que ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment peuvent être un petit peu perdus. L'œuvre, c'est Dragon Ball. Il y en a qu'un seul. Ensuite, tout ce qui a été série télévisée, ils ont voulu faire des petites différences pour bien différencier les séries. Donc toute la partie où le héros principal Sangoku est enfant, c'est Dragon Ball. Ensuite, la partie où il devient adulte, c'est Dragon Ball Z. Et par la suite, il y a eu des dérivés, dont je vais parler justement. Dragon Ball GT, fin des années 90, qui reprenait un petit peu les aventures de Son Goku, mais qui n'est pas canon à la série, c'est-à-dire que de nos jours, on considère que ça n'existe pas vraiment, que c'est juste une série à part. Et il y a eu, maintenant, il y a à peu près 10 ans, ils ont recommencé, donc après 20 ans, 25 ans de hiatus, ils ont recommencé la série Dragon Ball, sous l'appellation Dragon Ball Super. Et tout récemment, il y a eu une nouvelle série qui s'est appelée Dragon Ball Daima. Donc maintenant, en fait, on sous-entend, on comprend qu'il va y avoir de plus en plus de séries, justement, dérivées de l'univers. Et voilà, ça m'a inspiré justement le sujet d'aujourd'hui. C'est que, malheureusement, je pense que l'œuvre Dragon Ball est morte, et que l'univers, en tout cas, ne va pas cesser de diminuer en qualité et en tout ça. Pour le dire clairement, Dragon Ball Daima, c'est de la merde. Exactement. Oula, punchline, boum. Ah, mais pas que Dragon Ball Daima, aussi Dragon Ball Super. Donc peut-être pour faire un tout petit historique. Après 15-20 ans, j'ai dit de hiatus, ça a été annoncé Dragon Ball Super. Donc tous les fans étaient comme des fous. Et c'est après la mort? Après la mort de l'auteur ou? Non, l'auteur est mort il y a un an et Dragon Ball Super, ça a commencé il y a 10 ans. Alors justement, peut-être pour faire une toute petite parenthèse, parce qu'on va pas s'étendre, à chaque nouvelle série, ils disent Akira Toriyama est derrière, c'est lui qui a fait le design des personnages et tout ça, l'histoire. Mais moi, je pense que c'est des grosses conneries. Ou alors il est complètement, ou alors il a encaissé le chèque, ou alors il est complètement rincé, parce que c'est pas possible qu'il a été derrière ces projets-là. Est-ce que Sach, on peut faire un petit parallèle avec Star Wars au moment où George Lucas carrément à Disney? Ouais, complètement. Ouais. C'est un peu, ça ressemble beaucoup, non? Bah c'est ça, ouais. Dragon Ball, c'est un peu le Star Wars japonais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'origine que les gens adorent, et puis
Bah là, en l'occurrence, ça n'a pas été racheté par une grosse boîte, mais il y a quand même la Shueisha, qui est un des plus gros éditeurs, enfin une des plus grosses maisons d'édition au monde, qui possède les droits de la licence, et elle en fait un peu ce qu'elle en veut, et elle en fait un peu n'importe quoi, il faut le dire. Le truc, c'est que Dragon Ball, c'est énorme. C'est énorme. C'est la licence phare, bien évidemment, du Japon. C'est sûrement grâce à cette licence que le Japon est connu, même de base, d'un point de vue manga. C'est vraiment 350 millions d'exemplaires vendus au monde, dans le Combien monde. Ouais. 350 millions. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, les suites, etc. Bref. Donc, ils ont voulu faire des suites, justement, à ce propos. Des suites, mais pour moi, qui dénaturent complètement l'œuvre. Je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet. Vous voyez, dans Dragon Ball, on suit Son Goku, un personnage qui va essayer de se surpasser pour sauver la Terre à plusieurs reprises. Il se surpasse en tant qu'homme, en tant que guerrier aussi, parce que c'est un guerrier qui apprend à se battre. Et il va passer par des étapes de transformation. Je pense que c'est devenu, dans la culture commune, c'est devenu assez commun le fait d'entendre le mot Super Saiyan, Super Saiyan légendaire, tout ça. Son Goku, donc c'est un Saiyan, c'est un guerrier qui vient de l'espace, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis il a des transformations. Et ces transformations ont toujours été expliquées et ont toujours suivi un cadre logique, avec la mort d'un ami, ou alors à un moment donné il donne à son fils le destin de l'humanité, il lui dit maintenant je crois en toi mon fils, et puis alors le fils a une nouvelle transformation. Et il y a tout, il faut qu'il y ait une impulsion. Il faut qu'il y ait une impulsion, et bien sûr il faut qu'il y ait une logique derrière et une émotion. Il faut qu'en fait la transformation raconte quelque chose. Et à partir du moment où Dragon Ball c'est fini, bah quand j'étais petit, je me rappelle très bien, on fantasmait tous sur le Super Saiyan 4, 5, 6, 7, Super Saiyan 8. On était des enfants. Et en fait, maintenant, c'est ce que c'est devenu Dragon Ball selon moi, et c'est ça qui tue la série, c'est que maintenant, c'est juste des transformations pour faire des transformations, et que ça n'a aucun fond derrière. Et pourquoi il faut absolument des transformations? Parce que comme on l'a dit, Dragon Ball c'est huge, c'est énorme, et c'est tout simplement pour vendre des figurines. Et il faut vendre des figurines. Parce que le Sangoku avec les cheveux verts, on l'a eu, avec les cheveux roses, les cheveux rouges, les cheveux bleus. En fait, à chaque fois, il faut une nouvelle transformation pour avoir un personnage différent pour pouvoir vendre des figurines. Et c'est ça qui est terrible. Mais attends, mais le marketing, il marche complètement avec toi. Parce que toi, t'es le premier mec qui achète toutes les figurines. Bah ouais, mais pourquoi j'achète la figurine? Parce que cette transformation-là m'a ému. En fait, il y a eu une histoire derrière. Et maintenant, il n'y a plus aucune histoire, malheureusement, et on arrive sur juste de la poudre aux yeux. Et donc moi, à un moment donné, je vais plus acheter le Sangoku avec les cheveux jaunes, avec les cheveux rouges, avec les cheveux bleus, avec les cheveux marrons, avec le corps qui change, parce que c'est devenu n'importe quoi. Et je continue juste. Alors peut-être vas-y, pardon. Ouais, non, bah j'allais dire aussi, oui, on peut. Bah, je pense que c'est ce que t'allais dire, mais on peut enchaîner avec Dragon Ball Daima, qui est donc la dernière série en date qu'on a suivi en même temps. Je sais, à chaque épisode, on s'envoyait les mails pour débriefer justement. Okay. Et on n'arrêtait pas de se dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Chaque épisode déçoit encore plus que le précédent. Alors pourquoi? Justement. C'est complète. En fait, déjà l'histoire tient sur un post-it, c'est-à-dire que voilà, c'est Sangoku et ses amis qui sont ramenés à l'âge d'enfant et qui doivent aller dans le monde des démons pour retrouver leur taille adulte. Mais sauf qu'au fil des péripéties, déjà la série elle fait 20 épisodes, il faut attendre l'épisode 10 avant qu'il se passe quelque chose qui fasse avancer l'histoire. Ensuite, il y a un nombre d'incohérences par rapport à l'univers. Ça sert à rien de faire justement, la liste. Voilà, justement, les incohérences. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à faire ce sujet. C'est que dans Dragon Ball, certains détracteurs peuvent toujours dire, oui, c'est une série pour enfants. Les mangas, ça m'intéresse pas et tout. Il y a toujours un fond, il y a toujours une intelligence. C'est pas cucu pampan quoi. C'est vraiment, il y a du fond. Et dans Dragon Ball, justement, on arrive à Sangoku, le personnage principal, à force d'entraînement, à force de se surpasser, pardon, j'ai galéré. À force de se surpasser, il arrive à obtenir une compréhension du monde et de ce qui l'entoure à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire, à un moment donné, il arrive sur une planète et il est tellement fort qu'il arrive à lire dans les pensées des gens. Il arrive à comprendre la situation instantanément. Donc il est sage, il a un caractère sage. C'est un génie du combat, bien évidemment. Alors il y avait toujours un ton léger, quand on n'est pas sur la vie ou la mort, s'il n'y a pas une menace imminente, c'est un ton léger. Néanmoins, quand la situation est grave, le héros principal, Sangoku, a un ton grave et c'est un génie. Il a la connaissance de soi et de ce qui l'entoure.
Et puis on arrive à justement Dragon Ball Super, où Son Goku est devenu un débile mental. Il est devenu débile. Voilà. Pipi, caca. Chronologiquement parlant. Donc ça se passe après. Dragon Ball Super se passe après Dragon Ball. Et on retrouve un personnage complètement idiot. Certaines remarques, je vais le dire comme ça, hein. Donc Son Goku, c'est un garçon qui a 2 enfants. Mais il a quel âge dans Dragon Ball Super? Parce que dans Dragon Ball, donc, il commence enfant. Il a la cinquantaine. Il a la cinquantaine, ouais, la cinquantaine. Ok. Il a sauvé la Terre à de multiples reprises. Il arrive même à lire dans les pensées de certaines personnes. Il arrive à jauger l'adversaire en un claquement de doigts. Et puis Dragon Ball Super arrive et il est dit, ah mais comment on fait des enfants? Les gars, il a 2 gosses. Je veux dire à quel point ça peut être idiot de faire ça. Et plein de remarques comme ça. Et plein de choses comme ça. En gros, moi, c'est hyper intéressant parce que, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais envoyé des photos il y a peut-être 2-3 mois. J'avais revu le tout début de Dragon Ball. En fait, je voulais m'y mettre à fond et tout, mais c'est tellement long, c'est trop long, quoi. Et j'ai regardé peut-être les 10-15 premiers épisodes. Ok? Et au tout début, bah, il comprend rien, Son Goku. Ouais, au tout début. Parce qu'il vient de sa campagne, il a jamais vu le monde extérieur, etc. Mais là, enfin, il a 10 ans. Il a de l'expérience, quoi. Après, tout au long du manga, ça traîne sur une trentaine, quarantaine d'années. Et ouais, bah, c'est comme Sacha disait, quoi. Le mec qui a eu 2 gosses, il a sauvé la Terre, au moins 5-6 fois. Il a visité plusieurs planètes. Il est mort, il a ressuscité, parce que ça aussi, c'est tout un délire. Mais il a pas seulement entraîné son physique, mais il a aussi entraîné son cerveau. Et comme je dis, en fait, je comprends pas à quel point les séries qu'on suivi ont pu dénaturer à ce point ce personnage. Là, la nouvelle série Dragon Ball Daima, il redevient enfant, mais il redevient pas enfant dans sa tête. Ça reste, il a la même expérience, il a les mêmes transformations, et pourtant, on l'entend dire, j'ai pété, pipi caca, mais je veux dire, il est moins c'est ridicule. Dans Daima que dans Super. Pourquoi? Et comment t'expliques ça? Alors, c'est quoi ton ressenti? Ils veulent toucher un nouveau public qui est un public d'enfants, pour pouvoir continuer à créer des nouvelles séries et ramener un nouveau public, parce qu'ils savent que les cons comme moi, ils vont toujours suivre, en fait. C'est ça qui est triste. Ah, parce que c'est super vieux aussi. Ça date de quoi? 40 ans, ouais. 86, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, je dis ça de tête, donc. C'est au moins 40. C'est au moins 40 ans, 50 ans. Mais oui, non, mais en fait non, c'est ça, c'est 84, parce qu'on a fêté les 40 ans cette année justement. Et c'était pour ça que Dragon Ball Daima est sorti justement. C'était soi-disant l'animé anniversaire pour fêter les 40 ans du manga. Donc c'est 84. 84, ouais. Et donc animé. Ça a commencé en 2024. Et animé anniversaire qui, excusez-moi du langage, mais chie complètement sur l'œuvre originale. Ouais, complètement. Bah moi quand je l'ai vu, c'est vrai que je m'étais dit ça aurait pu faire un bon film de 1h30, 2 heures. Mais 20 épisodes de 20 minutes chacun, bah en fait ça traîne en longueur et on s'en fout, quoi. Moi c'est ce que je disais. Et il y a plein d'incohérences. Ouais, et puis tu vois, chaque semaine je disais la même chose à Sacha. J'ai dit, mais tu vois, si c'était sorti toute la saison d'un coup, mais j'aurais jamais terminé. Là c'est vraiment le fait qu'il y avait que 20 minutes par semaine que je me suis motivé à continuer. Mais sinon, mais jamais de la vie j'aurais été au bout. Autre chose, c'est l'incohérence sur incohérence, pas forcément qu'avec le personnage Son Goku, avec tous les autres personnages, où on se dit, mais je comprends pas. Il y a eu une série, et en fait, tout ce qui a été dit dans la série de base, vous le changez, vous le modifiez, ou alors c'est pas logique, les personnages font des choses qu'ils sont pas censés faire. Ouais, et à un moment donné, pas réfléchi, quoi. Il y a un personnage qui vient d'une planète qui s'appelle Namek, on lui demande de traduire, et il dit, ah mais moi je parle pas le Namek. Mais dans la série de base, on le voit communiquer en Namek. Enfin, à un moment donné, je comprends pas qui est à l'origine de ces projets. Qui travaille sur ces projets pour à ce point ne pas connaître la série. Et vas-y. Dernière chose, pourquoi j'ai vraiment voulu parler de ce sujet, c'est que il y a un nouveau tome de Dragon Ball Super qui est sorti. En tout cas qui a été annoncé, et on voit la couverture. Donc vous pouvez regarder, c'est la couverture du tome 24. On la partagera sur nos réseaux, et on voit tous les personnages avec une transformation différente. Et donc c'est vraiment devenu en fait les Power Rangers. Il y a un gars avec les cheveux bleus, un gars avec les cheveux rouges, un gars qui est devenu jaune, un gars qui est devenu ça. Oh, c'est pas ça Dragon Ball, je suis désolé. Il y a de la transformation, mais qui sert un fond scénaristique toujours. Et là c'est vraiment chaque personnage a sa propre transformation maintenant, et c'est devenu les Power Rangers. Et c'est ça que je regrette. Ok, en fait moi je pense, donc déjà, c'est hyper intéressant, mais au final, t'es pas le public ciblé pour ce genre de série. Ouais, mais ça tu vois, c'est un peu un argument trompeur, parce que tu sais, on dit ça va pas te plaire parce que c'est un truc pour enfants, mais en fait c'est le contraire, tu vois. C'est si
enfin, c'est pas parce que t'es enfant qu'il faut te servir de la merde, tu vois. Genre, nous, on a grandi avec des œuvres qui nous ont marqués, mais parce qu'elles étaient bien et parce que même un adulte peut les regarder et prendre du plaisir à les regarder. Aujourd'hui, si tu te dis que tu vas faire un truc, en fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'un public d'enfants, c'est le public le plus difficile à toucher. Et si ton dessin animé, ton film, ton livre, quoi que ce soit d'autre, si c'est à chier, bah l'enfant il va s'en détourner au bout de 3 secondes et c'est pas parce qu'on s'adresse aux enfants qu'on n'a pas besoin de s'appliquer au travail, tu vois. Au contraire. Ouais, mais moi je pense aussi c'est à chier pour toi parce que tu le vois avec les yeux de quelqu'un qui a 25-26 ans et qui a connu les débuts de Dragon Ball. Et Sacha pareil. C'est-à-dire que toi, tu sais exactement, tu connais. En fait, vous êtes vraiment pas le public destiné à ça. Là, le public, même si c'est pas exactement assez intelligent tu penses Nat pour les enfants d'aujourd'hui, mais toi, tu le dis avec ton visage de 26 ans. Tu vois ce que je veux dire? À 26 ans, je lis encore. Moi, tu vois. Dans mon travail, je lis des tonnes de BD pour enfants, même parfois très très jeunes, genre 5-6 ans. Ouais. Et quand c'est bien, je kiffe, tu vois, même si c'est pas du tout, même si je suis pas du tout le public. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi, juste pour enchaîner sur ça, c'est aussi, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Star Wars, dont on a mentionné il y a quelques minutes. Ouais, bien sûr. En fait, c'est l'argent qui prend le dessus. Donc, au bout d'un moment, ce genre de série, t'as des scénaristes, t'as des scénarios. Au bout d'un moment, t'arrives à un bout scénaristique. Et le cash prend le dessus, l'argent prend le dessus, et t'es obligé quand même de délivrer à une audience, qu'elle soit une audience d'enfants, une audience jeune, une audience jeunes adultes, etc. Mais tu dois continuer à faire tourner la machine derrière, parce que t'as des écrivains, t'as des scénaristes, t'as des dessinateurs, et t'as toute une sorte de monde à faire tourner. Et même, regarde, Harry Potter, il continue. En fait, c'est tellement con, mais les gens, les producteurs, les scénaristes, etc., veulent aller au bout du bout. Tant qu'il y a à croquer, il faut y aller, il faut croquer. Et serait la moindre goutte jusqu'à ce que ça devienne de la grosse merde. Et Netflix, c'est ce qu'ils font aussi. Tu vois, moi, je me rappelle Stranger Things, la première saison, j'avais adoré. Après, ils essorent deuxième, troisième, machin et tout. Et au bout d'un moment, tu peux plus. Malheureusement, t'as quand même des histoires qui peuvent s'écrire tout seul, hein. Tu prends l'univers de Dragon Ball, moi, je peux te pondre une histoire sentimentale avec des révélations, avec des choses de fou. Ça s'écrit tout seul. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent. Vous savez que dans les jeux vidéo, parfois il y a deux chemins. Et en fait, ils prennent toujours le mauvais chemin, toujours, et ils s'obstinent dans la merde. Mais ça s'explique assez facilement en vrai. C'est-à-dire que tu vois, là, vous avez cité Star Wars, Dragon Ball, même Stranger Things dans une moindre mesure, mais quand même, c'est que des licences qui touchent le monde entier. Ça, c'est pas ils ont pas une cible en particulier, il faut que ça parle à tout le monde. Et petit, grand, vieux, homme, femme, américain, français, chinois, japonais, indien, enfin, voilà, tu vois, ce sont des œuvres qui ne doivent laisser personne de côté. Sauf que le problème, c'est que quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Et plus tu veux avoir une forte influence et toucher du monde, plus t'es obligé de te lisser, malheureusement. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, les œuvres qui sont le plus appréciées en général, c'est souvent celles qui divisent le plus. En général, que ce soit une œuvre culturelle, peu importe laquelle, film, musique, série, etc. Quand on demande aux gens c'est quoi ton film préféré, machin, il y a toujours des gens qui vont dire mais moi ce film-là je le déteste, tu vois. Les œuvres qui sont vraiment excellentes, certains c'est toujours ce qui nous arrive en fait. Raisons. Ouais, c'est ça. Certains les adorent pour des raisons, et d'autres les détestent pour exactement les mêmes raisons. Et en fait, c'est ça qui fait la qualité d'une œuvre, c'est qu'elle soit polarisante, parce que ça veut dire que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, qui t'a déstabilisé. Voilà. Et en fait, quand t'es un Disney et que tu fais Star Wars, ou que t'es un Shueisha et que tu fais Dragon Ball, tu veux surtout pas polariser, tu veux surtout pas créer du débat, tu veux surtout pas que des gens puissent détester. Alors tu fais un truc lisse, que personne ne va adorer, mais que personne ne va détester non plus. Alors justement, à force de faire ça, tu finis par te louper et te mettre à dos tout le monde. Alors justement, apparemment, c'est pas tellement un échec que ça. En Europe, ça a été un échec cuisant. Tout le monde déteste cette nouvelle série. Par contre, aux États-Unis, ça a été un succès monumental. L'épisode 19 est l'épisode le mieux noté d'une série of all time sur IMDb.
9,9 sur 10. Alors que c'est strictement de la merde, quoi. Ouais, et puis ça aussi, c'est un truc, c'est que le succès critique ne correspond pas toujours au succès commercial, tu vois. Il y a des gens, tu vois, l'exemple typique de ça, c'est la télé-réalité, tu vois. Dès que t'as une nouvelle émission qui sort, t'as tout le monde qui crache dessus, mais ça fait des millions de téléspectateurs. Bah oui. Bah regardez là, en termes de succès commercial, après peut-être qu'on peut clore le sujet, mais on a donc, disons juste les deux personnages principaux, Sangoku, Vegeta. Ils sont devenus enfants. Donc une figurine, les deux enfants. Super Saiyan 1, 4 figurines. Donc voilà, je vais énoncer toutes les transformations. Enfant normal, enfant Super Saiyan, enfant Super Saiyan 2, enfant Super Saiyan 3, enfant Super Saiyan 4. Pareil pour adultes. Donc ça fait 8 transformations fois 2 personnages, 16. Voilà, ils peuvent faire 16 figurines déjà direct, gratuitement. Ensuite, t'as les nouveaux personnages bien sûr qui ramènent encore de nouvelles figurines. C'est ça. Mais alors juste pour rebondir, parce que j'avais un autre truc à vous dire, juste pour rebondir par rapport au fait de Nathaniel, c'était hyper intéressant ce que tu disais sur voilà, polariser, faut surtout pas polariser, enfin du moins les choses qui réussissent de base, et c'est toujours le débat qu'on a, c'est ça polarise, c'est-à-dire que les plus belles œuvres sont polarisantes, mais en même temps aujourd'hui on est dans une période, et ça que je voulais rajouter, c'est-à-dire qu'on est dans une période 2025 qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se censurer, ok. Et il y a un truc du coup qui me revient à l'esprit du début de Dragon Ball, si vous vous souvenez, c'est très très bizarre. C'est-à-dire que c'est limite, il y a Tortue Géniale avec Bulma, il veut voir sa culotte, etc. Elle lève sa jupe, en fait il y a pas de culotte. Et tu vois, c'est-à-dire que c'était 1984, 1985, ok, mais en fait tu le transposes aujourd'hui en 2025, mais quelle chaîne de télé passe ça pour des enfants? C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade mental. Tu peux pas passer ça en 2025. Ouais. Après, il y a une différence entre très particulier. Manga et... mais il y a une différence entre manga et animé, tu vois. Par exemple, le truc que tu dis, déjà à l'époque en 85, dans l'animé c'était censuré, tu vois. Ça c'est que dans le manga. Non, moi j'ai vu l'animé, hein. Bah oui, mais il y a une coupure. Enfin, tu vois pas de nudité, quoi, par exemple. Ah, tu veux dire dans le manga, si, tu vois. Ah, dans le manga, tu vois la nudité? Ah, je Ouais. me rappelle que c'est vrai, tu vois souvent la zigounette de Sangoku. Ouais. C'est ce qu'on voit. Mais bon, non, mais tu vois, mais ça veut dire que on n'est pas à la même époque. Et, et en plus, Bulma, je crois qu'elle a 14 ans. Tout début, non, hein. 16, je crois, 16-17, ouais. 14 ou 16 ans, un truc comme ça. Sangoku est tout petit. En fait, ça parle beaucoup, c'est un peu déguisé, etc., mais ça parle beaucoup de sexe, de trucs un peu chelou, parce que Tortue Géniale, il a quel âge? 70 ans, 80 ans. Donc, c'est assez particulier. Et faut en parler quand même. Et c'est-à-dire que, aujourd'hui, toi, tu fais la critique de cette nouvelle série où c'est, pipi, caca, etc. Mais en même temps, c'est impossible de reprendre ce qu'ils ont fait et de le réadapter. C'est impossible. Moi, je pense que c'est possible parce que, alors peut-être pas tout, mais à partir du moment où tu fais une bonne histoire, tu peux tout autoriser. Il n'y a pas de limite. Bah, et même Game of Thrones. Et même dans cette nouvelle série, il y a quand même des blagues un petit peu, il y a quand même des blagues à moins de 18, hein. Sauf que les blagues à moins de 18, elles sont assez fines et un enfant va pas les comprendre. Ouais. Mais non, mais tu vois, il y a aussi le public. Tu disais Nat, Stranger Things, il doit être à tout le monde et tout, mais je crois que Stranger Things c'est interdit au moins de 16 ans ou un truc comme ça. Pareil, Game of Thrones, c'est interdit au moins de 18, je crois que sur mais tous si les tu débuts crois que les d'épisodes. enfants regardent pas, Oui, d'accord. c'est naïf, quoi. Non, bien sûr, mais ils vont pas te dire le public est pour les enfants. C'est-à-dire que Stranger Things, c'est pas de base, c'est pas un public d'enfants. Même je crois que la première saison, et même tu mentionnais Game of Thrones au chaque début d'épisode, même si t'as des jeunes adultes ou des ados qui regardent, mais c'est interdit au moins de 18. Donc voilà. Mais hyper intéressant. Vas-y, Nat. Bah et toi, Wesley, alors de quoi tu voulais nous parler cette semaine? Bah moi, en fait, je me demande, parce que toi aussi tu voulais parler de manga, alors en fait fallait me dire, parce que moi j'aurais pu prendre un truc de manga aussi et on aurait fait un épisode. C'est bien d'avoir de la diversité aussi. Ouais, bien sûr. Bon, on aurait pu faire un épisode full manga, mais en fait, donc c'est bien parce que ça fait une petite transition sur un autre sujet qui a absolument rien à voir. Mais je pense qu'il y a pas mal de de petites reprises, on va dire, dans la pop culture. Les mangas, c'est un peu partout et tout. Donc moi, je voulais parler d'un livre que j'ai commencé à lire sur Keith Haring, l'artiste. Vous voyez qui c'est ou pas?
Pas du tout. C'est là. J'ai déjà entendu le nom, mais je vois pas. Alors, regardez, tapez sur Google Haring, H-A-R-I-N-G. C'est l'artiste qui fait, vous savez, les petites des dessins hyper reconnaissables, une sorte de chien qui aboie, les petits personnages H&M, ils ont fait. En fait, il y a plein de vêtements, d'objets dérivés qui ont été faits à partir de lui, à partir de son art. Et en fait, je voulais prendre. Donc, j'ai commencé à lire un livre d'un éditeur Rizzoli, qui fait pas mal de livres d'art, des livres de photos, etc. Et en fait, je commençais à lire et j'ai appris plein de trucs sur ce mec. Donc déjà, la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est à la période, on va dire, années 80. Donc lui, il est mort du sida en 88, en 90. Et donc, t'as toute cette période, lui, il vivait à New York. T'as toute cette période, en fait, des années 80 de New York qui est assez intéressante, avec des artistes mais exceptionnels qui sont aujourd'hui parmi les artistes les plus connus dans le monde. Donc t'as lui, Keith Haring, qui est hyper reconnaissable. Enfin, tout le monde connaît aujourd'hui. Où il y a plein de gens qui portent des t-shirts avec son petit chien, son petit truc. Mais t'as aussi Jean-Michel Basquiat. Je pense que vous connaissez Jean-Michel Basquiat. Ouais, bien sûr. Moi, il y a Basquiat, il y a Andy Warhol. Et en fait, tous ces gens-là, Basquiat par exemple, il est mort aussi d'une overdose en 88. T'as Andy Warhol il y a eu beaucoup d'excès, qui est mort d'une attaque cardiaque, une crise cardiaque après une opération, enfin quelques semaines après. Mais en tous les cas, voilà, c'est une période dans les années 80 à New York où donc t'as ce livre de Keith Haring qui retranscrit du coup tout son art, comment il a percé. Et ses écritures, parce qu'il tenait un journal au quotidien avec des écritures, et moi je savais même pas qu'il avait écrit des poèmes, des écrits qui sont hyper intéressants et qui retranscrivent l'époque new-yorkaise des années 80. Et en fait, tu rentres dedans de la même manière d'un autre livre que j'avais lu, et Nathanaël, je t'en avais parlé il y a quelques mois, qui s'appelle donc c'est un livre sur Basquiat. Donc pour ceux qui connaissent pas Basquiat, c'est un artiste aussi dont les œuvres ont été vendues à plusieurs millions. Je crois que faudrait que je regarde exactement, mais l'œuvre la plus chère, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros il y a quelques années. Mais en tous les cas, il y avait un livre qui avait été écrit par une autrice qui s'appelle Jennifer Clément, qui était amie avec une copine de Jean-Michel Basquiat, donc qui est mort en 88 et qui côtoyait Jean-Michel Basquiat toutes les années 80, enfin pendant la plupart toute cette décennie-là. Et encore une fois, tu rentres dans ce New York-là, de ce New York des excès, de la drogue, de l'alcool, de tous les excès sexuels, drogue, etc. Et en fait, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et est-ce que toi, ça te dit quelque chose, Basquiat? Tu connais à peu près, non? Regarde, tape Basquiat sur Google. Non, je connais pas. Je connais vraiment absolument pas. J'ai vu bien sûr, je connais les œuvres, mais moi, je connais beaucoup de choses visuellement, mais je m'intéresse pas tellement aux auteurs, malheureusement. Donc non, désolé. Ok. Ouais, pareil, je connais de noms, tu vois, et même Keith Haring, en fait. Avec le super accent américain, c'est vrai que c'est un nom un peu difficile à prononcer, mais en lisant le nom, du coup, enfin, je me rends compte que j'ai déjà vu le nom, enfin, j'ai déjà vu passer, quoi. Mais pareil, sans plus. Mais alors, du coup, parce que là, t'as lancé plein de pistes. Ah ouais, j'ai lancé plein de trucs. T'as parlé de plein d'auteurs. Alors, en fait, avec ce livre, qui l'a écrit et c'est quoi le fil rouge, en fait, c'est simplement? Non, alors déjà, le livre, il est écrit par, alors je te fais avec un petit accent américain, Jeffrey Deitch. Okay. Ouais, et moi je croyais que c'était un livre écrit par Keith Haring au début de ce dont on parlait. Voilà, et Susan Geiss. En fait, c'est un livre d'art. Vous connaissez à peu près, tu sais, les livres, par exemple des éditeurs, Taschen, Nathanaël, tu vois, ouais. C'est une sorte de livre. Rizzoli, c'est un peu le concurrent de Taschen en quelque sorte, où t'as des livres d'art. Moi, je connais pas Rizzoli. Par contre, je connais Rizzoli.
Badoum. Pas mal. Ouais, Rizzoli. Barilla. Bon bref, et en tous les cas, donc Rizzoli c'est un peu le compétiteur de ta chaîne, donc ils font des livres d'art, des livres photos, donc il y a pas mal de trucs, moi sur des artistes, etc. Et donc j'ai vu ce livre, en fait c'est vraiment un gros livre d'art qui retranscrit et qui regroupe toutes les œuvres de Haring, et je l'ai vu quelque part, je dis vas-y je l'achète, je l'ai acheté. En fait c'est un livre mastoc, et en gros quand tu achètes ce genre de livre c'est vraiment pour voilà l'art même, on va dire aller voir les différents tableaux qu'il a réalisés, différentes photos que t'as peut-être pas vues auparavant. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ils reprennent du coup plein de poèmes, d'écrits de Keith Haring qui du quotidien. Donc tu rentres vraiment dans ce New York des années 80 avec les clubs qu'il fréquentait, les galeries, les voyages, les premières expositions. Voilà, il a par exemple une anecdote assez marrante, c'est qu'il était rentré dans une école d'art. Donc ses parents étaient assez conservateurs. Lui, dès le début, pour la petite parenthèse, donc il était homosexuel et il allait dans dans pas mal de galeries d'art, de clubs LGBT, de clubs homosexuels. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se regroupaient dans ces clubs, que ce soit des artistes, des chanteurs, des gens de tout le showbiz un peu des années 80 new-yorkais, mais c'est des gens qui se prenaient pas vraiment au sérieux. Et bon, t'as Madonna par exemple qui les connaissait beaucoup, t'avais Warhol comme j'ai dit, Kenny Scharf qui est aussi un autre artiste, Jeff Koons, tu sais Koons, celui qui fait le chien en ballon là, ça, je sais pas si tu vois. Tu te rappelles, le chien en ballon. Bon bref, un sculpteur, ce genre d'artistes qui étaient assez jeunes et qui avaient cet esprit vraiment voilà de tous les excès. Mais en tous les cas, voilà, la petite anecdote c'était que il était rentré dans une école d'art et il commençait donc il avait déménagé à New York, il commençait à faire beaucoup de tableaux au quotidien. Le mec s'arrêtait jamais. Et en fait, il avait exposé durant l'été, entre la première et sa deuxième année. Il avait déjà rencontré pas mal de succès. Il y avait des gens qui achetaient ses tableaux, son art. Et il était retourné à l'école en deuxième année. Il avait été voir le directeur de l'école d'art à New York, qui lui avait dit, Keith Haring était allé voir le directeur, lui avait demandé, voilà, regardez tout ce que j'ai fait, j'ai déjà vendu pas mal de choses, je me suis réalisé cette année. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre de plus que ce que je connais déjà et qui va me permettre d'être encore plus successful? Et t'as le président de l'école qui lui dit, en fait, on n'a plus rien à t'apprendre. Donc voilà. Et à partir de là, il a quitté l'école et il s'est lancé complètement corps et âme dans son art et dans ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire. Et c'est à cette période qu'il a fait décoller, quoi. Un autre truc que je voulais mentionner par rapport à lui, c'est que c'est quelqu'un d'une créativité en fait énorme. C'est-à-dire que tous les jours, il venait avec de nouvelles idées. Un exemple tout bête, c'est qu'il prenait le métro tous les jours. Moi, c'est un truc que j'ai appris aussi dans le livre, donc il le raconte. Vous voyez, par exemple, comme dans le métro à Paris, où t'as les grandes affiches publicitaires de films, de séries, etc. En fait, t'as les gens qui enlevaient ces affiches-là pour remettre de nouvelles affiches. Et en fait, il y avait parfois quelques jours entre l'affiche qui avait été enlevée et la nouvelle affiche qui allait arriver par la suite. Et donc, il y avait plein d'affiches comme ça, avec en fait toutes noires dans le métro new-yorkais. Et lui, il s'est dit, putain, mais j'ai une idée de ouf. Je vais aller dessiner en fait sur ces affiches noires de métro new-yorkais. Donc, il a fait ça pendant des semaines et des semaines. Il est devenu hyper connu à New York parce que justement, tous les gens qui prenaient le métro commençait à reconnaître son art et il passait ses journées à dessiner et à faire à réaliser son art sur des affiches de métro sans publicité, ou alors il les modifiait, etc. Donc hyper. Alors qu'est-ce que t'en tires de cette lecture? Non, alors il y a cette lecture. Alors moi ce que j'en tire, c'est que, alors déjà très très bonne question, et voilà, je voulais en venir. Donc t'as Keith Haring, donc encore une fois, voilà, t'as toute cette période là des années 80 et ce livre
La Veuve Basquiat de Jennifer Clément que j'ai mentionné. Alors je vous invite à le lire, vous aussi à le lire. Enfin, c'est hyper intéressant parce que en fait c'est une époque où, et c'est un livre où tu vois vraiment, donc c'est en fait l'autrice au fil de ses communications, de ses échanges avec du coup la copine de Jean-Michel Basquiat, retranscrit tout ça, et vraiment je veux insister sur ça, tu rentres dans le truc et tu rentres dans le New York et t'as l'impression d'être au milieu de ces gens-là. T'es avec eux et en fait tu vois tous les excès de cette époque-là, de ces artistes, et en fait moi ce que je retire c'est que je me dis putain mais ces mecs-là sont morts tellement jeunes. Donc Keith Haring il est mort à 31 ans, Basquiat il est mort à 27 ans, Andy Warhol il est mort je crois dans la cinquantaine. Et en fait c'est des artistes de fous furieux, et je me dis tu vois d'un côté en fait ils sont morts jeunes, ils ont réalisé, c'est-à-dire que Basquiat c'était vraiment l'artiste même, le mec a fait des compositions, il faisait de la musique avec un groupe de musique, il faisait du graffiti, il avait tourné dans un film, et il allait devenir acteur, il faisait de la peinture, etc. C'est vraiment les vrais artistes, quoi, des artistes dans le complet, dans tout ce que ça veut dire. Et je me dis, ils sont morts tellement jeunes, ils ont réalisé tellement en si peu de temps, et c'est con, quoi, c'est con parce que on aurait pu avoir tellement plus d'eux, on aurait pu les voir grandir, les voir, on va dire, s'améliorer ou peaufiner leur art, un peu comme voilà Picasso. Tu vois ce qu'il avait fait au début de sa carrière, à la fin de sa carrière, il y a un cheminement artistique qui est complètement différent. Voilà, il a trouvé son style au fur et à mesure du temps qui passe, etc. Mais en tous les cas, voilà, je me dis putain, on est quand même passé à côté de trucs de ouf avec ces gens-là, et c'est un peu dommage. Donc j'ai d'un côté cette perception-là, et de l'autre, je me dis aussi en fait c'est ce qui fait leur légende, tout simplement. Le fait d'être mort aussi jeune, ça les a aussi propulsés dans la légende, du coup, malgré eux, dans la postérité. Aujourd'hui, voilà, Basquiat c'est une légende, quoi, c'est vraiment une légende. Haring aussi, sa valeur, la valeur de son art ne fait qu'augmenter, et je crois que dans les dernières années ça a augmenté de manière assez folle. Mais en tous les cas, voilà, c'est des tableaux qui se vendent à plusieurs dizaines de millions, au vu aussi de la rareté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super intéressant, hein. C'est intéressant. Moi, j'y connais rien, donc au moins j'ai appris des choses, et c'est super. Je te remercie, Wes. Ouais, non, j'ai tellement de trucs à dire, mais bon, on pourra en reparler au fur et à mesure, différents épisodes, différents podcast, mais je vous invite à aller voir, à aller vous renseigner aussi, comme ça on a une sorte d'échange assez critique entre nous. Et voilà, donc en tous les cas, je suis en train de lire ce livre-là qui est assez intéressant, mais voilà, Basquiat, c'est vraiment l'artiste complet. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez voir, parce que moi j'ai beaucoup appris de ce mec-là, de Haring, et voilà, on peut vraiment apprendre de tout le monde, que ce soit des artistes, des auteurs de manga. Voilà, petite transition pour Nat. Ouais, bah oui, du coup, on va retourner dans l'univers du manga. Bon, alors je tiens à préciser quand même que je lis des livres d'art aussi de temps en temps. Je lis des romans, je vois des films. Voilà, je me cultive. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le livre sur lequel je travaille, bah c'est surtout les mangas. Et t'as lu quoi juste récemment comme livre un peu niveau artistique? Bah, j'en parlais dans un précédent épisode, mais j'ai lu la moitié de la biographie de David Lynch. Vu qu'il est décédé, ça fait des années que j'ai le livre, et je me suis dit bah c'est enfin le moment de s'y mettre. Mais voilà, avec le travail que j'ai sur le livre que j'écris moi, je l'ai pas continué, j'en suis peut-être au tiers ou à la moitié, mais je la finirai. Okay. Mais du coup oui, c'est ça, c'est surtout des mangas pour l'instant, donc pas énormément d'œuvres culturelles à évoquer, mais du coup je me suis dit que ça serait justement sympa de partir sur un des mangas que j'ai relu pour le livre sur lequel je travaille, un manga qui s'appelle City Hall, que j'adore, qui est certainement un des titres qui m'a donné envie de faire le travail que je suis en train d'effectuer. Et donc c'est un manga qui a été créé par des auteurs français, Guillaume Lapère et Rémi Guérin.
Et je vais expliquer pourquoi, mais j'aimerais commencer par dire déjà que c'est absolument génial. C'est un manga qui est hyper influencé à la fois par le manga japonais du coup, mais aussi par le comics. Le scénariste est hyper fan de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un comics assez connu, qui est une espèce d'Avengers de héros de littérature. Et de l'autre côté, l'illustrateur est lui fan de Death Note et du travail de l'illustrateur Takeshi Obata. Et ces deux influences-là ont donné City Hall. Alors en gros, le pitch, c'est un monde un peu steampunk où le papier a disparu, où l'humanité a été forcée à un progrès immédiat, quoi. Donc il y a des écrans, on est en 1900, on est au début du 20e siècle, mais il y a déjà des écrans partout, des smartphones, etc. Et en gros, le papier a disparu. Pourquoi ? Parce que en fait, dans ce monde-là, tout ce qu'on écrit sur du papier prend vie. Donc voilà, ça a été pensé comme l'inverse de Death Note, quoi. Ouais, j'allais te dire. Dans Death Note, le papier sert à tuer. Là, au contraire, il sert à créer la vie. Et du coup, qui dit créer la vie avec du papier, dit que la complexité de la vie que tu crées dépend de ta narration, tu vois, de ton style. Donc, qui sont les plus puissantes personnalités de ce monde ? Ce sont les écrivains. Et les personnages de ce manga, c'est Jules Verne, c'est Conan Doyle, c'est que des personnages qui ont réellement existé. On croise aussi un peu ici et là, il y a Victor Hugo, Lovecraft, enfin plein d'auteurs comme ça. C'est pour ça que t'as aimé le manga, parce que tu t'es cru que t'allais devenir puissant, parce que t'es un auteur aussi. Exactement. Et en gros, du coup, le pitch, c'est qu'un attentat a été commis par un utilisateur de papier. Donc et Jules Verne et Conan Doyle mènent l'enquête pour trouver ce terroriste. Et évidemment, l'utilisation du papier sera primordiale dans leur mission, et il y aura des bonnes grosses bastons à base de personnages qui créent. En fait, c'est un peu l'utilisation du papier, c'est un peu un truc à la Pokémon, tu vois. Tu invoques des créatures du livre, quoi, en écrivant leur description. Ouais. Et après ils se battent les uns les autres. Enfin, donc c'est. Mais tout le monde y a accès au papier. Shonen, ouais. Non, au papier. Je crois que t'allais dire au manga, mais non, le papier, justement, c'est pour ça qu'il est aussi rare, quoi. C'est parce que ils se sont rendus compte que ça avait cet effet-là. Et d'ailleurs, dans le manga, l'humanité n'a même pas connaissance de l'existence du papier. Tu vois, il y a eu une guerre 200 ans avant où le papier a été utilisé, parce que du coup, ça leur permettait de créer des armes de plus en plus sophistiquées, d'attaquer des pays entiers avec une seule feuille. Enfin bon, bref. Donc le papier a été complètement banni, mais il y a certains initiés qui en ont encore accès, qui arrivent à en produire, mais c'est vraiment le secret d'État, quoi. Personne n'est au courant, sauf ceux qui s'en servent. Et donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment passionnante, qui est hyper bien dessinée. Enfin, en manga français, du coup, c'était un des premiers énormes succès. Qui a un peu popularisé le genre et montré que c'était possible, avec d'autres, hein, bien sûr, mais ça fait partie des 3-4 très très grosses séries. Et c'est autant passionnant sur le fond, c'est-à-dire l'histoire en elle-même, que la forme, parce que le dessinateur est absolument génial, et tu vois, tu sens que c'était des pros derrière. Donc c'est aussi ça qui a permis d'avoir du succès, parce que jusque-là, jusqu'à ce moment-là, les auteurs français qui se lançaient en manga, c'était souvent des premières œuvres, des jeunes auteurs qui n'avaient pas forcément la maturité et l'expérience nécessaire. Alors que là, ça a vraiment explosé tout de suite, et ça a eu un succès de dingue, quoi. Et donc ça a fait 7 tomes au total. Ouais, c'est ce que je viens de voir là. Ouais, ils pouvaient continuer encore plus longtemps parce que ça a eu du succès, mais justement, l'influence de Death Note étant jusqu'au bout, l'illustrateur m'a confié d'ailleurs, parce qu'on a discuté au téléphone justement pour le travail que je fais sur le livre. Il m'a dit qu'il voulait surtout pas faire comme Death Note justement et continuer la série alors que les auteurs ont pas envie, et faire en sorte que la qualité se perde juste par envie de poursuivre le titre, quoi. Attends, juste Nat, j'ai quelques questions. Ouais. Donc du coup, c'est quoi ? C'est futuriste ? Ouais, alors c'est pas vraiment futuriste. Enfin, c'est plus une uchronie. C'est en fait visuellement, c'est plus du steampunk. Je sais pas si tu vois ce genre.
En gros, c'est une espèce de rétro, c'est genre Sin City. Non, pas Sin City, mais genre plutôt, tu sais, où t'as, putain, comment expliquer le les enseignes avec le néon. Ouais, voilà. Non, ah bah non, c'est même pas. Non, quasi c'est vraiment. Sin City. C'est. Je vois, c'est un alternatif. Ouais, et ça fonctionne beaucoup sur l'industrialisation, tu vois. Par exemple, si tu demandais en 1900 aux gens qui bossaient à l'époque, si l'industrialisation continue, comment vous imaginez le monde dans 100 ans? Bah voilà, c'est exactement ça le steampunk. C'est des machines partout, du charbon, de la fumée, c'est vraiment sale, j'adore c'est dégueulasse. Il y a beaucoup de alors Orange Mécanique, ça se voit pas dans City Hall. Non, rien à voir avec Orange Mécanique. Okay. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Tu tapes steampunk sur internet, tu vas dans Google Images, tu vois très vite à quoi ça correspond, quoi. Ah, je crois que j'ai vu, ils ont fait une promotion là. J'ai une photo là à côté de moi. Ouais, je vois avec les, je vois à peu près. Et attends, je voulais dire, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, on est vraiment à l'antithèse avec ce manga, avec ce qu'expliquait Sacha avec Dragon Ball. C'est-à-dire que Dragon Ball, encore une fois, c'est une licence, une franchise. Il faut constamment créer. Au risque de décevoir. Là, t'es sur un manga de 7 tomes. Les mecs n'ont pas voulu continuer justement pour pas dénaturer l'œuvre, pour garder une œuvre intemporelle, une belle œuvre qui a du sens. Et moi, personnellement, j'adore. Ouais, C'est-à-dire que bien sûr. J'adore Stranger Things. Je t'ai mentionné Stranger Things au début aussi. Stranger Things, si ça avait été qu'une saison, mais j'aurais été aux anges. J'allais t'en parler justement avec ton sujet, Wesley aussi. Tu disais c'est tellement dommage qu'ils soient morts jeunes. Bah, si ça se trouve, ils auraient continué, ils auraient fait de la merde comme Akira Toriyama, par exemple. Mais voilà, c'est ça. Tu peux pas refaire l'histoire. Moi, je pense tu peux pas refaire l'histoire. Ce qui est fait est fait, et ce qui doit être fait est fait. Voilà, tu peux pas savoir, tu peux pas refaire l'histoire. Mais en tous les cas, ouais, c'est bien parce que comme ça, en 7 tomes sur ce City Hall, que déjà moi, ça me donne envie peut-être de regarder, de lire. Si ça avait été One Piece, tu vois, je te dis, il y a combien de tomes sur One Piece? Il y a combien d'épisodes? Hein. Après, oui, c'est sûr, tu peux pas comparer. Enfin, même si le succès a été énorme, ça reste un petit manga entre guillemets. Tu vois, on parlait de Dragon Ball, ça a 350 millions d'exemplaires. Tu vois, City Hall, c'est plus 150 000, quoi. Ce qui est énorme. Ouais. Hein, on va pas dire le contraire. Mais voilà, c'est pas du tout le même projet. Le pitch est tentant. Ouais, bah c'est un tu m'as bien pitché. Manga d'auteur. Et en plus, visuellement, c'est vraiment dingue. Et pour le coup, bah, le style ressemble beaucoup à l'auteur de Death Note parce que c'était son influence principale. Donc, on a un peu le même genre de dessin et moi j'adore. Et puis le steampunk aussi, c'est une imagerie que je trouve hyper stylée, quoi. Il y a pas d'autres mots. Je vais pas aller très en profondeur sur le sujet. Enfin, je trouve ça juste beau, quoi. Et le manga est un régal pour les yeux. Et en plus, pour peu que vous vous intéressez à la littérature. Il y a, c'est ce que je disais, quoi. Les personnages principaux, c'est Jules Verne, Conan Doyle, Lovecraft, et Victor Hugo, quoi. Donc, et ils se battent avec les personnages qu'ils ont créés. Donc, Victor Hugo, il se bat avec Jean Valjean, Conan Doyle... Non, mais c'est un délire, tu vois. Lovecraft, il invoque Cthulhu en plein combat. C'est hyper sympa. Il y a tout un tome qui se passe dans le monde à l'envers de Lewis Carroll, parce que Lewis Carroll est aussi un personnage, et il est à un moment, enfin bon, c'est un petit spoil, mais rien de bien méchant, il enferme les héros dans le monde à l'envers, et il y a tout un tome qui se passe dans le monde à l'envers de Alice au Pays des Merveilles, quoi, et c'est génial. Ça me fait penser au film de Woody Allen, là. Comment il s'appelle, tu sais, quand il retourne dans le passé, avec Owen Wilson, là. Ah oui, Minuit à Paris. Minuit à Paris, exact. Ça me fait penser un peu. Il y a un peu cet amour des écrivains, de l'ancien temps, du passé. Bah c'est ça, ouais. Et puis c'est un manga. Tu vois, mine de rien, on en parlait tout à l'heure avec Dragon Ball. Les mangas parfois, ça peut avoir un aspect un peu truc pour enfants, un peu débile, même si c'est plus un cliché qu'autre chose. Là, tu vois, pour le coup, City Hall, c'est vraiment un manga savant, quoi. Il est hyper cultivé. Le scénariste, tu sens qu'il est hyper cultivé. L'histoire, elle est. Tu mets ça dans les mains d'un enfant de 8 ans. Bon, alors peut-être qu'il va kiffer, mais je suis pas sûr qu'il comprenne toutes les références. Tu vois, un détail tout bête, mais chaque chapitre est introduit par une citation d'auteur célèbre. Tu vois, c'est des petits détails, mais ça montre vraiment que ouais, c'est une œuvre intelligente, quoi. C'est une œuvre savante. Bah, c'est encore une fois, c'est
l'antithèse à 1000% de Dragon Ball, la dernière série dont Sacha mentionnait là il y a quelques minutes. Donc tu vois, genre t'as l'esprit un peu d'aujourd'hui où tu cherches aussi à de plus en plus infantiliser j'ai l'impression, hein, les enfants, voilà, ce que tu disais Sacha. Et là, avec eux, de ce que tu dis Nat, c'est plus, c'est beaucoup plus, voilà. Et, ouais, c'est enrichissant. Apprenez, voilà, Victor Hugo qui. Et bah tu vois, c'est ce que j'écrivais dans le livre du coup, mais ça c'est le genre de manga que n'importe quel prof de français pourrait très bien conseiller à ses élèves, quoi. Vraiment? Tu penses vraiment ouais. que tu peux apprendre? Oui, parce que c'est un premier pas vers la culture littéraire, tu vois. Ouais, tu pourrais switcher de ce manga-là à un livre aux Misérables. Oh, peut-être pas, c'est peut-être un peu brusque, mais ouais, c'est un premier pas, quoi. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est sûr que si tu te questionnes. En fait, tu te questionnes. Ouais, c'est ça, tu te questionnes et puis tu te dis, ah putain, mais en fait, Jules Verne, c'est trop stylé. C'est ça. Ouais, en fait, tu te dis, tu te questionnes. Ces livres et ces auteurs qui me paraissent un peu poussiéreux, un peu vieux, qui ont vécu il y a 200 ans et qui font des bouquins de 1500 pages, en fait, c'est un peu du shonen avant l'heure, quoi. Jules Verne en manga, ça marche grave, quoi. Et en plus, juste, je pense à un truc vraiment comme ça là. C'est, tout le monde a un livre de Jules Verne dans sa bibliothèque ou un livre et personne de l'a lu. Victor Hugo. Et personne l'a lu. Ou alors, par exemple, si t'as ton enfant, enfin ton jeune qui est en train de lire City Hall là que tu mentionnais, et qui vient voir ses parents, mais c'est qui Jules Verne? Attends, je me questionne. Attends, je vais voir sur Wikipédia. Et il a écrit Le Tour du monde en 80 jours, machin et tout, ça m'intéresse. La plupart du temps, attends, je l'ai ce livre dans ma bibli, tiens. Et tu vois, ça commence à faire. Ouais, c'est clair. Peut-être que par le manga, tu peux créer aussi cette culture littéraire. Tu peux donner envie à. En tout cas, c'est un des objectifs d'une certaine frange de l'édition. Bon, là, on dévie un peu du sujet, mais moi, il y a quelques mois, j'avais fait un article sur les mangas éducatifs. Et ça, c'est un énorme truc du marché. Il y a plein de mangas qui adaptent des classiques de la littérature. T'as plein de mangas qui vulgarisent des concepts philosophiques. T'as plein de mangas biographiques aussi sur des figures historiques. Ouais. Et en fait, ouais, c'est ça. Tu peux. Bien ça. C'est logique finalement que ce genre de choses arrivent sur le marché parce que aujourd'hui, tu prends un jeune de 10-12 ans de 2025. Dans 95% des cas, il ne lit que des mangas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si tu peux, alors tu feras jamais lire les 2000 pages des Misérables à un gamin de 10 ans, mais tu peux lui faire lire l'adaptation manga qui a été faite et qui est super quali, tu vois. Alors, petite question, Nat. Maintenant, on veut lire City Hall, on veut découvrir cette œuvre. Où est-ce qu'on peut la trouver? Parce qu'on va peut-être pas forcément acheter les 7 tomes. Est-ce qu'on peut les trouver en ligne, en libre accès, par exemple? Ah bah non, c'est un livre, hein. Il faut absolument avoir acheté cette tomes. Tu peux le pirater, quoi, mais on va pas conseiller aux non, mais il y a pas des plateformes dans l'illégalité. Non, mais il y a bien sûr des plateformes de lecture en ligne. Mais pourquoi tu veux pas l'acheter en physique? Je comprends pas. Enfin, genre, pourquoi tu... Si je veux découvrir ça ce soir, je vais pas l'avoir ce soir, le livre. Bah, tu le découvriras demain. Je crois pas que ça soit sur des plateformes en ligne. Tu sais, aujourd'hui, les plateformes, c'est surtout les gros trucs, quoi. One Piece, Naruto, Dragon Ball, justement, et My Hero Academia, bref. Mais c'est vrai que ça, c'est plus des petites séries, quoi. Donc, tu les trouves surtout en librairie. À la limite, si tu veux pas les payer, va à la bibliothèque, quoi. Non, mais je pense qu'il veut les payer, hein. Mais il veut les lire tout de suite, quoi. Mais tu sais, tu m'as tellement hypé, là. Il livre en un jour. Eh prends-toi, commande le tome 1, et puis tu verras, hein. Ouais. Et puis, tu vois, au-delà de l'histoire, enfin, au-delà du manga lui-même qui est bien, c'est aussi, moi je travaille là-dessus, mais je peux en parler des heures, mais dans l'univers du manga français aussi, c'est un jalon énorme, quoi. C'est-à-dire que les succès étaient hyper rares à l'époque, et là, le tome 1 de City Hall, en moins d'un mois, dépasse les 10 000 exemplaires vendus, ce qui est littéralement du jamais vu. Au tout début, en 2015? Ouais, en 2012 même, c'est le tome 1. C'est 2012, ça s'est fini en 2015, je crois, j'ai vu. Ouais, c'est ça s'est fini en 2015. Canon. Ok, génial. Canon. Pour un ordre d'idée, 10 000, c'est énorme. Ah ouais, 10 000, c'est un best-seller. Ah ouais, putain. Et même en roman, hein, un roman qui se vend à 10 000 exemplaires, tu le vois partout. Hein. Le mec, l'auteur est invité sur tous les plateaux télé, c'est une folie. Et eux, que dalle, hein. Ouais, non, si, quand même. En 2012, tout le monde en parlait. Tu vois. Ah ouais.
Hyper intéressant. Bah, je vais regarder. Et sache toi aussi, en fait, j'ai envie de me remettre. En fait, j'ai envie de vraiment me mettre à 100% sur Dragon Ball, essayer de tout voir et tout. C'est tellement long. Bah, c'est ça en fait. Si tu veux, moi, pour revenir. C'est pour ça que j'ai arrêté les animés, hein, c'est trop long. Hein. Pour revenir au premier avis, la nouvelle série Dragon Ball Daima, elle a une animation qui est hyper léchée, hyper top, hyper actuelle. Pourquoi de nous faire des séries de merde? Je suis complètement d'accord. Hein. Ah si, quand même, ça tout le monde est unanime. Tu vois les animés du moment, genre Dan Dadan, pour citer que lui, l'attaque des Titans, enfin. Quelle folie! Parce que c'est pas le même style. L'attaque des Titans, c'est un style réaliste. Dragon Ball Daima, j'ai trouvé ça moche, quoi. Attends, les vaisseaux en CGI là, quand tu les vois voler, j'ai l'impression que ça date de 2002. C'est horrible. Bref, au lieu de nous faire des nouvelles séries pourries comme Dragon Ball Daima, faites-nous juste un remake, tout simplement. On a une œuvre de 42 tomes qui est sublime de A à Z, qui n'a aucun défaut. Mais prenez cette animation de nos jours, refaites-nous un remake. L'animé Dragon Ball, il date des années 90, ça a 40 ans. Oh. Non mais le remake, ils sont tous foirés. Ouais, c'est ça. Et puis, ils font un remake de Dragon Ball, tu vas regarder ça, franchement. Qui a lu 50 fois le manga, qui a vu 10 fois l'animé. Mais bien sûr. Mais je regarde ça avec mon fils. Ouais, mais attends, en plus, tu vois, moi si je veux revoir Dragon Ball, je relis le manga mais il y a une version de l'animé plus courte, quoi, où ils enlèvent toutes les longueurs, mais ça c'est nul, ça c'est nul. Non, faut juste lire. J'ai jamais regardé, ouais, donc je sais pas trop. Et s'ils font un remake, ça va être pourri comme Disney, tous les remakes qu'ils font avec. Non, mais faites juste un remake en animation, un remake juste vous gardez la même histoire en fait. Mais ils vont tout changer. Je t'assure. Les scènes où Bulma elle monte sa culotte, ils vont tout changer. Je t'assure qu'ils font. Là-dessus, toi. Ça t'a marqué. Non, mais ils vont. Mais oui, mais en fait ils vont réactualiser l'œuvre en 2025 et ils vont changer une tonne de trucs, tout simplement. Je t'assure qu'ils font un remake aujourd'hui de Dragon Ball et ça va devenir un succès mondial, banger. Bon, l'avenir nous le dira. En tous les cas, on a bien kiffé là. Moi je trouve qu'on avait quand même 3 sujets assez différents. On en avait pas parlé avant, mais on se rejoint pas mal sur plusieurs aspects, donc c'est top. Moi j'étais un peu déçu que vous n'ayez pas grand chose à dire par rapport à moi. C'est vrai que c'est un sujet qu'on maîtrise peut-être moins, tu vois. C'est peut-être l'avantage aussi d'apprendre. On va essayer de. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, tu vois, c'est une biographie. C'est plus un essai historique, quoi. Donc. Il y a pas vraiment d'analyse, il y a pas de débat à avoir, tu vois, ça s'est passé comme ça, donc ouais, clairement on peut pas dire mais en fait la fin est nulle. non c'est sûr. Bon, après c'est juste c'est quelque chose que je suis en train de lire, je voulais le mentionner. Dans tous les cas, c'est très intéressant d'avoir aussi vos avis. City Hall je connaissais pas, donc on essaye. Vous connaissiez peut-être pas forcément Basquiat, Haring, donc là vous apprenez ces nouvelles choses. Moi Dragon Ball Daima je connaissais pas, donc ça nous permet aussi d'apprendre pas mal de trucs. Donc en tous les cas, merci les gars. Merci à toi et merci à tous les auditeurs de nous suivre dans cette aventure. Suivez-nous, calez un petit like. Ouais, j'espère que pour le prochain débrief culturel, je pourrais parler d'autre chose que d'un manga, parce que comme je disais, en ce moment je suis un peu la tête dedans, donc faut que je prenne le temps de rattraper un peu les films, les séries du moment. Mais qui n'aime pas les mangas? Non, qui? Ouais, bien sûr. Même moi, tu vois, je suis peut-être pas forcément à la page par rapport à ce que vous disiez, mais franchement, c'était un régal. Et ça, tu nous as pas débriefé le salon du manga auquel t'as assisté, je crois, à Bruxelles. Ouais, Bruxelles, Made in Asia. On en parlera une prochaine fois et tu nous diras un peu comment c'était. Ça marche. En tous les cas, voilà. Merci à vous les gars et vas-y Nat. Écoute, j'annonce peut-être petit teasing. Alors je sais pas si ça sera ça, mais je vais essayer. Vas-y, tease-nous. Il y a l'expo Wes Anderson à la Cinémathèque là qui a ouvert cette semaine, enfin la semaine où on enregistre. Et si j'arrive à la voir d'ici là, peut-être que je parlerai de ça. Enfin sauf si c'est nul évidemment, mais Wes Anderson. La Cinémathèque ça régale toujours, donc j'ai hâte de voir ça. On pourra débriefer sur ça. Il y a énormément de choses à dire. Ouais. J'ai pratiquement vu tous ces films. Donc, et pour les prochains épisodes, pour vous tenir un petit peu en haleine, on parlera de vivre à l'étranger, comment on s'en sort, est-ce que c'est les avantages, les inconvénients. Et puis on accueillera très bientôt notre premier invité. Donc restez connectés. Nickel. Allez, merci les gars. Bisous. Salut. Bye bye. Ciao.